Lille, dans le nord de la France. C'est une belle journée ensoleillée, mais Wissam, 35 ans, n'a pas le temps d'en profiter. Il est appelé sur une urgence. Après 8 ans de médecine au SAMU, il sait que cette intervention risque d'être délicate. Une jeune fille de 16 ans s'est gravement blessée à la cuisse. C'est l'artère fémorale qui est sectionnée ou touchée. Voilà, ça peut vite mal tourner. 500 mètres. L'accident a eu lieu dans un ancien quartier ouvrier, typique du nord de la France. Devant la porte, le père de la victime. Dans la panique, il n'a même pas pris le temps d'enfiler une chemise. Ça saigne toujours? Non. J'ai une jeune fille de 16 ans qui a glissé sur le carrelage, qui a passé sa cuisse à travers un carreau, la porte d'entrée. Non, elle est à l'intérieur. Tu as une grosse plaie ici au niveau de la cuisse. Et ici, tu vois pratiquement l'os. Elle a surtout mal au genou. L'appartement est situé au rez-de-chaussée. À l'intérieur, du sang et du verre partout. La victime est en état de choc. Madame, quand je touche là, vous sentez? Et là, ça fait des guilis. Bah, c'est bien, c'est parfait. Ça fait mal, madame? Ça fait mal de 0 à 10. C'est la note 9. Bon, ne posez pas. Ça, c'est pas grave. On est là pour vous aider, hein. Vous n'avez pas le SAMU. Mais non, les SAMU, la dernière fois, ils sont venus parce qu'il y avait quelqu'un qui est mort. On regarde. Mais ça, c'est la petite. D'accord, ça c'est la petite. Ça, c'est la petite. Il y en a une plus grosse encore que ça. Madame, calmez-vous. D'accord? L'artère n'a pas été touchée, mais la plaie est profonde et longue de plus de 20 cm. Ne regardez pas. On va devoir vous poser une voie veineuse. Hein. Quoi? Une voie veineuse. Soulagé, c'est ce que je vous ai expliqué. Ah, le vertigo. Oui. Il faut utiliser des mots français aussi. Non, oui. Là, il y a quand même un saignement estimé à plus d'un litre, je pense. Donc c'est quand même une plaie assez grave. La jeune femme a perdu 1/5 du volume de son sang. Au-delà, son pronostic vital aurait été engagé. Ah, j'ai mal au genou. On va vous donner des antidouleurs, vous inquiétez pas, on est en train de les préparer là. L'accident s'est produit suite à une dispute entre le père et la fille. Elle a voulu sortir et elle a fait ça, elle a passé son genou, elle est partie dedans. Vous avez fait quoi? Vous avez posé un garrot, c'est ça? Ah oui, pour bloquer que le sang ne circule plus, il y avait trop de sang. C'est bon. 2, 3. Voilà, c'est fini. Bon allez, déchocage. Ouais, c'est en gros. Le déchocage, c'est le service qui accueille les urgences vitales. Dans l'ambulance du SAMU, le stress de la jeune fille retombe et elle se confie à Frédéric. C'est votre père qui vous a énervé, c'est ça? Bah, il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé. Ça a été un surplus et je suis passée à travers la vitre et ma porte. Ça va là? Vous êtes gentils. Des fois, vous êtes des héros. On n'est pas des héros, on est juste des gens qui faisons notre boulot. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Parfois on n'y arrive pas, c'est vrai. Mais parfois on y arrive, faut rester optimiste. Regardez-vous. La jeune femme est immédiatement prise en charge par le service des urgences. Elle est emmenée au bloc opératoire. Vous avez jamais été opéré des problèmes de santé, de l'asthme, du diabète, de l'hypertension? Quand j'étais petite. La plaie nécessitera 50 points de suture. Les muscles ayant été sectionnés, la jeune fille aura besoin de plusieurs mois de rééducation. Pour Wissam, père de 3 enfants, ces interventions sur des jeunes gens sont très particulières à gérer. C'est toujours difficile, effectivement, mais après, nous, on a une neutralité bienveillante. On n'est pas là à vouloir consoler l'un ou voir un peu ce qui s'est passé ou consoler l'autre. Hein. Nous, on reste neutre, on est là pour faire notre travail. Là, l'urgence, c'était d'examiner sa plaie, de voir un peu si sa plaie pouvait engager son pronostic vital. Pas le temps de s'apesantir. Wissam et son équipe repartent déjà sur une nouvelle intervention. Car au SAMU, les médecins n'arrêtent pas. Lille, 200 000 habitants, 5e ville de France. Ici, le SAMU détient le record du nombre d'interventions, 37 000 par an. Pour gérer ces urgences, 4 équipes médicales sont sur le terrain 24 heures sur 24. Sur leurs épaules, une lourde responsabilité. En quelques minutes, ils doivent poser un diagnostic dans des conditions souvent difficiles. Passe devant, passe devant. Pendant plusieurs mois,
nous avons suivi 4 médecins qui vouent leur vie à sauver celle des autres. C'est parti? Ouais, c'est bon. Nathalie est l'une des 15 femmes du service. Dynamique et passionnée, elle s'investit à 100% sur chaque intervention. Il y a un incendie, on est appelé en renfort sur a priori une deuxième victime qui serait en arrêt. Malgré son habitude du métier, elle va être confrontée à un accident dont elle se rappellera longtemps. Et on n'oublie jamais, nous apprenons à vivre avec. À 45 ans, Jérôme, médecin urgentiste, a toujours la foi. Bougez bien les pieds là, vous sentez quand je touche? Ouais. Confronté au pire chaque jour, il sait encore s'émerveiller des petits miracles de sa profession. On prend le bébé, là vous pouvez le prendre et on le met sur le ventre de la maman. Voilà, et il pleure tout de suite, c'est bien. Christophe, lui, est l'un des piliers du service. Masse. Après 20 ans de SAMU, cet urgentiste aguerri sait garder son sang-froid en toutes circonstances. Monsieur, ne bougez pas. Pour Wissam, devenir médecin était une vocation. Allez, on ouvre les yeux, on revient parmi nous, allez. L'un de ses atouts, l'écoute qu'il accorde toujours aux malades. Une patience dont il va avoir besoin, car ses nuits de garde vont être bien agitées. J'ai envie de mourir. Mais non, on n'a pas envie de mourir. Accident de la route La peau est partie en lambeaux. ou accident de la vie. Immersion au cœur du plus important SAMU de France. « 10h, un lundi matin. Jérôme, 45 ans, est déclenché sur une intervention. Sur la feuille de route, l'adresse et les informations essentielles. On part sur un accident de la voie publique. Poids lourd vélo. Section de pied. Le cas semble sérieux, mais Jérôme n'en sait pas plus. Les appels au 15 ne sont jamais très précis. On essaye toujours d'avoir un maximum d'infos par les gens sur place, mais on le voit souvent, c'est la panique, il y a du sang, il y a eu un accident, il y a des bouchons, etc., il y a du monde. Donc les gens ont toujours du mal à garder leur calme, leur sang-froid. L'une des causes les plus fréquentes de déplacement du SAMU, ce sont les accidents de la route. Ceinture périphérique, voie rapide, autoroute, l'île est au cœur d'un important carrefour routier. En moyenne, le SAMU traite 15 accidents par semaine. Cette collision entre un vélo et un poids lourd pourrait avoir occasionné beaucoup de dégâts. Bonjour. Alors, un monsieur de 14 ans qui s'est fait percuter un peu par le SMI. Ouais. C'est surtout au niveau de la jambe droite. Ouais. Le cycliste est un homme de 74 ans. Il a le dessus du pied arraché, ses tendons et ses os sont à nu. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez des problèmes de santé habituellement? Un peu de tension? Ouais. Le pied il est cassé. Hein, on va vous mettre des antalgiques. On va l'immobiliser, on va désinfecter. D'accord? Et on va vous emmener à l'hôpital. L'homme se déplace fréquemment à vélo. Mais ce jour-là, sa promenade aurait pu lui être fatale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, j'étais sur la piste cyclable, le camion qui tournait à droite ne m'a pas vu et m'a fait chuter. Le chauffeur du camion, apparemment en tort, est interrogé par la police. Un passant a été témoin de toute la scène. Le vélo, ici, il était sur la droite. Lui, ici, le camion, il tournait pour reprendre la rocade avec l'angle mort. L'angle mort, il l'a pas vu, ce temps. Donc après, il l'a coincé ici avec ses pneus de remorque. Le pied entre les pneus et la bordure, quoi. Écrasé par le poids lourd, le pied du cycliste comporte des lésions très graves. Il y a probablement une fracture quand même sous-jacente du pied, puis un gros délabrement cutané et un délabrement tendineux. En fait, au niveau du pied, bon, la motricité reste conservée, mais je pense qu'il y a beaucoup de chirurgie là à prévoir quand même. Mais l'homme ne se rend pas compte de son état. Ça va? J'ai un problème important. Oui, lequel? Je devais conduire ma femme ce soir, c'est fini. Elle part en Afrique du Sud. Bon. Alors ça, va falloir régler ça après. Hein? Trouver quelqu'un d'autre, vous ne pourrez pas le faire, c'est sûr. J'entends bien, mais il faut qu'elle sache que je... D'accord. Vous inquiétez pas, on va l'avertir après. Hein. Moi, je m'occupe de vous pour l'instant.
et votre femme, on la prévient après. D'accord? Vous n'avez pas d'autres douleurs, hein? Non. Le ventre, il n'y a pas eu de choc du tout, là? La seule douleur mentale, c'est qu'il faut prévenir ma femme. Oui, oui, ça, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous arrivez à bouger les orteils, là, ici? À droite? Oui, d'accord, parfait, ça va. Jérôme n'en revient pas. Malgré la gravité des blessures, l'homme reste focalisé sur sa femme et il en oublie la douleur. Il y a juste un détail, il vous a parlé de sa femme? J'ai le numéro de sa femme, mais... Il veut absolument qu'on appelle sa femme. conscient, de toute façon. Il est conscient qu'il veut absolument qu'on prévienne sa femme parce qu'il devait l'emmener à l'aéroport ce soir. Et donc elle est probablement inquiète. Il m'en a parlé 2-3 fois, il est assez plutôt angoissé avec ça en fait. Plus angoissé avec ça qu'avec le reste. Jérôme n'est pas au bout de ses surprises. Le patient est à 2 doigts de le remercier et de rentrer chez lui. Je ne suis pas certain qu'il y ait une fracture, monsieur, en fait. Hein. Parfait. C'est surtout la peau qui est... vous avez un... Non, il n'y a rien du tout. Si, non, il n'y a pas rien du tout. Il y a une grosse lésion. Il y a toute la peau qui est... Grosse égratignure. Non. C'est une énorme plaie, si vous voulez, au niveau de... qui commence pratiquement à mi-mollet et qui descend jusqu'aux orteils. Je ne pensais pas que je nécessitais tant de soins. L'homme est conduit aux urgences, où il est attendu par l'équipe chirurgicale. C'est vraiment pas beau. Julie, ce sera Julie. Ce sera pas moi. C'était déjà un peu bleu comme ça? Ouais, mais il sent bien, il bouge bien. C'était déjà comme ça. Il y a de la famille qui est... Julie, tu peux venir prendre les sa femmes. femme, voilà, super bien angoissée avec ça. Il devait la conduire pour prendre le bus, l'aéroport et tout ça. Il faut absolument prévenir sa femme. La police qui s'en charge. Il a l'air de minimiser. Hein. Il n'a pas vu sa lésion, il n'a pas si mal que ça, donc c'est toujours difficile de se rendre compte de ce qui se passe, je pense, quand on est sur un accident comme ça. Et puis, il arrive à bouger le pied en plus. Pour Jérôme, la mission s'arrête là. Même s'il sait ses patients entre de bonnes mains, il a toujours du mal à les laisser dans un autre service. C'est le point particulier, le point négatif de rester frustré, d'avoir stabilisé un patient grave, de l'avoir entouré, de l'avoir accompagné, de l'avoir ramené aux urgences et de passer la main. Après son opération, le malheureux cycliste restera 5 semaines à l'hôpital. Il lui faudra encore de longs mois avant de pouvoir remarcher. Le soir est tombé sur l'île. Il est 1h du matin, c'est le moment des retours de soirée. Wissam est appelé pour une crise d'asthme. Mais en arrivant sur place, changement de programme. Alors que les pompiers allaient chercher le malade, ils ont trouvé un autre homme allongé sur le trottoir. Ce n'est plus un, mais 2 patients que Wissam doit prendre en charge. C'est un autre qui est alcoolisé, lui, non? Demande-la. L'homme d'une vingtaine d'années a passé la soirée dans un bar quelques rues plus loin. Il pense qu'il a été drogué. On a mis un truc dans son verre. Hein? On a mis un truc dans son verre? Ah. Wissam est dubitatif. La drogue dans le verre, c'est une excuse fréquente pour masquer une alcoolisation excessive. Au même moment, le patient qui les a appelés sort de son immeuble. Il n'a même pas pris le temps d'enfiler de chaussures. T'as eu la crise d'asthme? Le camion des pompiers est occupé. Wissam improvise. Bah, si là, ouais. Ça va, monsieur? Ça m'a jamais fait ça encore, alors j'ai déjà eu des crises. Le jeune homme est diagnostiqué asthmatique depuis plusieurs années. Mais il n'a jamais fait de crise de cette intensité. Le patient a du mal à reprendre son souffle. Il est emmené aux urgences. Mais Wissam n'en a pas terminé. Il doit s'occuper de l'autre jeune homme, qui est de plus en plus agité. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qui se passe, là? D'habitude, je bois que 2. Ah, d'accord. 2 verres. Ouais. Et là, tu décides. Je me suis sentie pas bien. Ouais. J'ai appelé mon frère qui a appelé mes... Vous avez bu quoi comme verre? De la bière rouge. La bière rouge, d'accord. C'est la première
Vraiment, au fond de ma vie, je me sens aussi. Aussi quoi? Aussi mal. Je peux juste vous tenir la main, monsieur. Pourquoi faire? J'ai juste besoin de savoir qu'il y a quelqu'un. Je me sens pas bien. Pas, on est là. Allez, calmez-vous, monsieur. Crise d'angoisse, de l'alcool. Il dit qu'on a mis quelque chose dans son verre parce qu'il ne réagit pas comme ça à l'alcool, selon lui. Wissam soupçonne le garçon d'avoir pris des stupéfiants. Les pompiers le conduisent à l'hôpital, où il restera toute la nuit sous surveillance. Après 8 ans au SAMU, Wissam a l'habitude des noctambules. Lille est la 3e ville de France en nombre d'étudiants. Alors les samedis soirs sont souvent arrosés. Mais ces alcoolisations excessives ne sont pas anodines. Le premier risque, c'est qu'ils vomissent et que, voilà, au lieu que ça sorte, ben, ça aille dans les poumons. Et puis là, c'est la catastrophe, puisqu'ils peuvent arrêter de respirer rapidement. Ils inondent leurs poumons de vomi. Justement, Wissam vient d'être appelé sur une nouvelle urgence. L'alcool est à nouveau la cause du problème. On part sur une jeune fille de 19 ans dans une soirée qui a, je pense, bu un peu trop d'alcool. Là, elle serait dans le coma. L'intervention se déroule dans cette petite rue résidentielle. On se situe sur le côté gauche de la rue. Bonsoir. Bonsoir. Sur place, une dizaine d'étudiants. L'une de leurs camarades a fait un malaise au cours d'une fête. Elle a déjà été prise en charge par des ambulanciers privés. Mais son état est préoccupant. Ils ont préféré appeler le SAMU. Elle a beaucoup bu? Beaucoup. Depuis quelle heure elle boit? Depuis, 23 heures? Ouais, c'est ça, ouais. 22. Vous n'arrivez pas du tout à la réveiller? Non. Elle a vomi? Ouais, beaucoup. Ces jeunes sont tous étudiants en médecine. Une filière réputée pour ses études difficiles et ses soirées débridées. La jeune femme en a fait l'expérience. Elle a sombré dans un coma éthylique. Elle est loin quand même. Wissam doit réaliser les premiers tests pour déterminer son degré de conscience. Elle est bien plantée, ouais. Allez, ouvre les yeux, là. Allez, on ouvre les yeux. On revient parmi nous. Allez. Sur le côté. Ah, Vomissement, baisse du tonus musculaire, chute de tension et perte de connaissance. Ce sont tous les symptômes d'une alcoolisation massive. Je vais mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. Vous avez trop bu, je pense. J'ai envie de mourir. Mais non, on n'a pas envie de mourir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je vous jure. Mais non, ah. Ça va, là? Laissez-moi dormir pour toujours. La jeune femme est totalement incohérente. Elle prend maintenant Wissam pour son petit ami. Désolée. Je suis désolée, mon cœur. T'en supplie. Il est pas là, hein? T'en supplie, t'en supplie, t'en supplie. Sous l'effet de l'alcool, la jeune femme délire et se débat. Calme-toi. Non, je veux pas. Je veux pas, je vous en supplie. Calme-toi. Je veux continuer d'être médecin, je vous en supplie. Je vous en supplie. Calme-toi. Bah, tu peux être médecin, hein? Non, je vais plus. Et on a tous fait des soirées, on a tous bu de l'alcool, hein? Wissam tente de calmer les angoisses de sa patiente. Et t'en verras d'autres des soirées, hein? T'es qu'au début de tes études, hein? Ouais, je suis désolée, mais les sentiments, c'est trop beau. Oui, mais c'est pas grave, ça, tu verras. T'apprendras par tes erreurs. La perfusion ne fait pas d'effet. Pour l'instant, on va laisser une chance. Wissam doit passer à l'échelon supérieur. Elle a bien bu. Voilà, on n'arrive pas à la réveiller. Elle a un réveil partiel. Elle a déjà vomi plusieurs fois. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le risque, c'est qu'elle vomisse dans ses poumons. Pour l'instant, elle n'a pas fait l'auscultation nucléaire. Mais bon. Donc, on va protéger ses voies aériennes. On va l'intuber. Voilà. On va la faire respirer dans une machine par une sonde pour aller protéger ses voies aériennes. Et puis la ramener vers l'hôpital. C'est parti. Wissam intube la jeune étudiante. Elle est maintenant hors de danger. Ces cas d'alcoolisation aiguë, le SAMU en traite plusieurs par mois. Oui, chez les jeunes, oui, c'est la mode en ce moment depuis quelques années. C'est la mode de l'alcoolisation massive, rapide. Voilà. Et puis, pour arriver à un état d'euphorie assez rapidement. Donc ils s'alcoolisent très massivement et rapidement. Et puis voilà, on a ça.
La jeune femme est transférée à l'hôpital. Elle passera la nuit sous surveillance médicale. Pour Wissam, c'est l'heure de la pause. Entre deux interventions, le personnel se retrouve à la cafétéria. Au total, le SAMU emploie plus de 200 personnes. On passe beaucoup de notre temps ici, hein, c'est notre deuxième maison pour la plupart d'entre nous. Puis on devient une famille. On devient une famille puisqu'on vit ensemble, on dort tous ensemble, on se réveille tous ensemble, on déjeune, on petit déjeune ensemble, on dîne ensemble. Donc voilà, c'est vrai que ça devient une deuxième famille. 8 h du matin. Après une nuit chargée, Wissam s'apprête à repartir en intervention. Au SAMU, la priorité des médecins est de gérer l'urgence, mais aussi de lutter contre la douleur. Aujourd'hui, Wissam fait équipe avec Frédéric. Il est infirmier anesthésiste spécialisé dans les techniques hypnotiques. C'est en plein essor, beaucoup de monde se forme parce que y a des résultats, notamment dans les blocs opératoires où il y a des opérations qui se font entièrement sous hypnose. Et nous, là, on essaie de former un maximum de personnes et on sensibilise un maximum de personnes dans le service pour essayer d'adapter ces techniques de l'hôpital, intra-hospitalier, à l'extra-hospitalier. Ce matin, Frédéric va pouvoir mettre cette méthode à l'épreuve. On part sur une chute d'échafaudage dans une salle de spectacle. Et puis apparemment réception sur le bras. On a une fracture fermée mais très très douloureuse. Et ils n'arrivent pas à mobiliser les pompiers. Ils sont déjà sur place. Hein. Voilà. D'après la feuille de route, le patient est en grande souffrance. L'hypnose pourrait l'aider à supporter la douleur en évitant de lui administrer trop de médicaments. Monsieur, 53 ans. D'accord. Descendez de là en fait. Oui, t'es à 3-4 marches. D'accord. J'ai un point. Il a déjà été opéré sur ce coude? Quinzaine d'années, il m'a dit. C'est pour une fracture pareil. Ça fait mal même quand je touche là? Non, sinon ça va avancer d'un coup. Ça va avancer d'un coup. Si vous deviez évaluer la douleur entre 0 et 10. Je suis à 20. L'homme est tombé d'à peine 1 mètre de haut, mais il s'est mal réceptionné. Son collègue l'a vu chuter, mais n'a rien pu faire. Il était là, il a monté sur l'échafaudage, il a monté 3 barreaux et puis je l'ai vu tomber, il a chuté complètement sur le coude. Son bras gauche est complètement désaxé et il souffre le martyre. On va opposer une voix, monsieur, là. D'accord? Je prends la main là. Le membre supérieur gauche n'est pas dans l'axe, donc on va essayer de le réaligner. Donc là, mon infirmier anesthésiste est également formateur en hypnose. Donc là, on va tenter la technique de l'hypnose. Continuez à bien respirer, vous écoutez ma voix. D'une voix douce, Frédéric parle à son patient pour le mettre en état d'hypnose. Voilà, continuez à respirer tranquillement. Essayez de décontracter. À chaque expiration, un muscle qui se détend. Concentrez-vous sur votre respiration. Petit à petit, l'homme se calme. Vous allez sentir qu'on va toucher votre bras. Tranquillement, on va juste lever. Mais au moment de remettre son coude en place, la douleur du patient revient de plus belle. Wissam renonce à réaliser l'intervention. L'homme a besoin d'une anesthésie générale. Son bras est immobilisé dans une attelle, puis il est transporté jusqu'au SMUR. Je le tiens. Cette fois, l'hypnose n'a pas suffi à calmer la douleur. Mais elle a eu malgré tout un effet bénéfique. J'ai tenté une petite séance d'hypnose médicale, parce que c'est quand même des techniques qui permettent de travailler dans de bonnes conditions sans utiliser de médicaments avec les effets secondaires qu'on peut connaître. L'homme est conduit au CHU de Lille, où il est pris en charge par l'équipe des urgences. Allez, baissez le coude là. La priorité, c'est la radio qui va révéler la nature exacte de la blessure. Luxation de coude complète, sans fracture. On voit bien là. L'articulation du coude s'est déboîtée. Il faut la remettre en place. Là, on va réduire son coude. On ne peut pas le laisser comme ça, parce qu'il y a des risques de compression vasculaire et nerveuse. Donc on va l'endormir, puis on va tirer dessus pour mettre une attelle après. La manipulation est simple, mais très douloureuse. Le patient est placé sous anesthésie générale.
En quelques secondes, le coude est remis en place. Mais l'homme n'est pas tiré d'affaire. Il portera un plâtre pendant 4 semaines, puis devra faire au moins 6 mois de rééducation. Au SAMU, les interventions les plus fréquentes, ce sont des patients souffrant de douleurs thoraciques. Ils représentent 40% du travail des équipes. Justement, Christophe, 53 ans, va devoir gérer l'une de ces urgences. Donc là, on part sur une douleur thoracique, donc chez un patient de 46 ans. Pareil, oui, au travail, survenu au travail. Après 20 ans de SAMU, Christophe est réputé pour son calme légendaire. Mais il sait qu'il faut faire vite. Une douleur thoracique peut être le signe de plusieurs pathologies. La plus redoutée, l'infarctus. SAMU 59, SAMU 59, SMUR 4 Lille sur les lieux, à Villeneuve-d'Ascq. L'accident a eu lieu dans la zone industrielle de Lille, à la centrale d'achat d'une grande chaîne de supermarchés. La victime, un chauffeur-livreur de 46 ans, a été conduit à l'infirmerie. Bonjour. Et on va essayer de l'allonger un peu, qu'il soit mieux. Non, ça va pas. Vous pouvez pas vous allonger? Ça va pas. Ça va pas? Et reculer un petit peu, peut-être. Là, j'ai mal ici. D'accord. Et vous étiez en train de faire quoi précisément à ce moment-là? Décharger le camion. D'accord. C'était physique, ça, en fait? Ouais, c'est physique. D'accord. Au niveau respiration, ça va? Ouais. Cette douleur, quand vous respirez fort, ça augmente la douleur? Ouais. Ouais. D'accord. C'est la première fois que vous avez ça? Ouais. Ok. Et vous fumez beaucoup? Pour moi, non, mais pour certains, ouais. Trentaine de clubs. Ah, c'est beaucoup, ça. Ah, bah voilà. Ah oui, bah oui. Vous le savez, de toute façon. L'homme fume depuis l'âge de 9 ans. Un facteur de risque important pour les accidents cardiovasculaires. L'état du patient semble stabilisé, mais tout à coup, il se plaint d'une douleur dans la poitrine. Là, elle revient. Et alors que l'infirmier continue l'examen, l'homme s'écroule. Il est en train de faire un arrêt cardiaque. Le râle qui sort de sa poitrine est symptomatique d'un arrêt du cœur. Christophe garde son sang-froid, mais la situation est critique. Monsieur, ne bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Après quelques minutes, l'homme revient à lui. Qu'est-ce que vous avez ressenti, monsieur? Encore. Là? À l'instant. Sortez la langue. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Non? Non, vous avez fait une petite perte de connaissance devant nous. Vous dites si la douleur réapparaît, si elle revient? Christophe ne veut pas inquiéter son patient, mais son état est grave. Son cœur peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Clairement, il a un syndrome coronarien aigu, ce monsieur. Donc, ce qu'on avait évoqué avec les facteurs de risque qui sont présents, même s'ils ne sont pas très nombreux, il y a un tabac en grande quantité. Et donc là, il y a une artère qui est peut-être pas complètement bouchée, mais qui doit être débouchée rapidement. Donc on va aller rapidement à l'hôpital cardiologique là, pour qu'il soit pris en charge de manière spécialisée par les cardiologues. Donc c'est moi tout à l'heure. Allez. L'homme est conduit à l'hôpital le plus proche. Il doit être opéré en urgence. Dans l'ambulance, Christophe tente de lui faire prendre conscience qu'il doit changer son hygiène de vie. Quand je vous disais que juste avant que la douleur revienne, que quand on fume beaucoup comme vous, on risque d'avoir des soucis, en fait, vous y êtes en plein dedans là. Je crois qu'après, quand on aura bien réalisé tout ce qui s'est passé, vous allez comprendre que c'est... Quand on tient la vie... Hein. Vous avez une femme, des enfants? Combien d'enfants? 5 enfants? Ah oui, donc ils ont encore besoin de leur papa. Hein. Donc pour eux, ça sera une bonne motivation. Pendant le trajet, l'homme est sous surveillance constante. Le risque, c'est que son artère se bouche à nouveau. 10 minutes plus tard, il arrive à l'hôpital. Christophe passe le relais au cardiologue.
Un patient un peu particulier parce qu'en fait, 46 ans, avec le tabac commencé très jeune quand même, et donc un surpoids. Le patient va être opéré sur le champ. Un examen de son cœur confirme la gravité de son état. On voit que ce malade est un authentique coronarien, puisqu'en fait les 3 grosses artères du cœur sont malades. C'est quelqu'un qui peut faire un infarctus massif, donc faire de l'insuffisance cardiaque, et qui peut, à l'extrême, mourir. L'équipe médicale lui pose des stents, des petits ressorts qui écartent l'artère et permettent au sang de circuler à nouveau. L'effet est immédiat. Le patient est tiré d'affaire pour le moment. Il y aurait été des priorités chez lui, c'est l'arrêt du tabac. Début jeune, à l'adolescence, en quantité très jeune, importante. Très jeune. Très jeune. Donc, là, c'est sûr, c'est un facteur majeur. Ça conditionne son pronostic à long terme. En France, les maladies cardiovasculaires tuent plus de 140 000 personnes par an. C'est la 2e cause de décès après le cancer. Sans l'intervention du SAMU, cet homme n'aurait certainement pas survécu. Sauver des vies, c'est la motivation première de Christophe et de ses collègues. Ce qui les fait aimer passionnément leur métier, même après toutes ces années. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Oh, très longtemps, très longtemps. Je compte plus là. Après 20 ans, on compte plus, je crois. Donc non, ça fait à peu près 25 ans de médecine d'urgence là. Donc c'est un métier qui me passionne. Quand on se lève le matin, on ne sait pas de quoi sera fait la journée. Ça peut être calme, ça peut être hyper intense. Donc c'est pour ça qu'on aime tous ça. Et en général, quand on y a goûté, on y reste très longtemps. Une passion indispensable pour supporter un quotidien d'urgentiste souvent difficile. Christophe, malgré ses 20 ans d'expérience, est encore ébranlé par certaines interventions. Ce matin, justement, il est appelé sur un grave accident de la circulation. C'est un piéton qui a été percuté par une voiture, mais on n'en sait pas beaucoup plus là. L'accident s'est déroulé dans la banlieue lilloise. Un village traversé par une route départementale. Les pompiers sont déjà sur place. Ouais, je vais peut-être arriver au fil dans le système. Hein? Il a été percuté par un véhicule qu'il n'a pas vu. La victime de 80 ans a été fauchée par cette voiture. Le conducteur, ébloui par le soleil, ne l'aurait pas vu traverser. Le choc a été très violent. La femme a de multiples fractures et est en arrêt cardiaque. Vous avez un aspirateur prêt? L'aspirateur sert à dégager les voies respiratoires qui pourraient être obstruées. Tiens, il y a quelqu'un qui doit me tenir la tête, s'il vous plaît. Les pompiers ont commencé le massage cardiaque depuis 10 minutes, sans succès pour le moment. Non, non, massez. Masse. La femme a de nombreuses fractures. Christophe met tout en œuvre pour faire repartir son cœur. Mais au fil des minutes, il perd espoir. Vas-y, ventile. Après une demi-heure, l'équipe médicale doit se rendre à l'évidence. On va arrêter les décédés. Hein. Ouais. N-capnie à 0. Ouais. On n'a pas de circulation. Donc on va arrêter les décédés. Je vais dire un mot à la gendarmerie. On la recouvre? Bonjour. Bonjour. Les Décédés. décédés. Hein. D'accord. J'ai bien vu à quel point elle était. Donc là, c'était la voiture qui est percutée. Apparemment, elle a percuté là-bas à peu près au niveau du point de la croix. Puis Elle était projetée. elle a été projetée ou traînée jusque-là parce qu'il y a des traces de chair par terre. Elle habitait là juste en face. En fait, elle est allée s'occuper d'une dame qui habite là. Elle a traversé pour revenir chez elle, tout simplement. Christophe doit annoncer au conducteur de la voiture que la victime est décédée. L'homme a une 50aine d'années. Il se rendait à son travail. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis le docteur Adrien Sen, donc on a pris en charge madame, mais malheureusement... À l'annonce du décès, l'homme est bouleversé. Vous avez compris d'emblée. Il répète qu'il n'a pas vu la femme en train de traverser. Avec le soleil, bah oui, complètement ébloui. C'est le destin qui a fait qu'elle traversait devant comme ça.
Le conducteur est en pleurs. Les gendarmes devront évaluer s'il roulait au-dessus des 50 km/h autorisés. Si c'est le cas, il risque plusieurs années d'emprisonnement pour homicide involontaire. Pour les médecins, un décès est toujours difficile à accepter. C'est pas une mission agréable, c'est sûr. Être confronté à la mort, à une personne qui va aider sa voisine et qui, en rentrant chez elle, se fait percuter par la voiture. C'est sûr que difficile à accepter. C'est le destin qui a voulu que la voiture arrive à ce moment-là. On ne peut rien faire. Christophe n'a pas le choix. Il doit surmonter cette épreuve et porter secours à d'autres victimes. Bonjour madame, c'est le SAMU. Oui, merci. 3 jours plus tard, au centre de régulation. 1 heure après, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, mais j'ai beaucoup fumé. C'est ici, dans cette grande salle, qu'arrivent tous les appels d'urgence du département. D'accord, il a déjà fait des œdèmes pulmonaires, ce monsieur? Depuis quand? 8 assistants régulateurs répondent 24 heures sur 24 au téléphone. Parmi eux, Elodie, 35 ans. Le SAMU, bonjour. En quelques minutes, elle évalue l'urgence de la situation. Oui. Selon la gravité du cas, elle déclenche l'envoi d'une équipe ou passe l'appel à un médecin. Vous avez appelé les pompiers, votre enfant il s'est brûlé avec de l'eau bouillante au niveau du ventre, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ça fait... D'accord. Vous l'avez refroidi un petit peu, madame? Oui, je le fais tout de suite, mais elle D'accord. depuis tout à l'heure. D'accord, ok. Les secours sont sur la route, je vais vous passer le médecin pour adapter, pour voir s'il faut d'autres secours, d'accord? Oui, merci. Oui, Magali. Fresnes sur Escaut, j'ai fait un contre-appel, les pompiers sont partis. La maman, elle a une petite fille de 5 ans qui s'est brûlée avec de l'eau bouillante au niveau de l'abdomen. Elle a la peau qui pèle. D'accord, ok. Allô? Oui, vous allez mettre votre enfant dans la douche et avec le pommeau de douche avec de l'eau froide, vous allez continuer à l'asperger d'eau froide le temps que les pompiers arrivent, ok? Eric décide d'envoyer une ambulance du SAMU pour aider cette mère en détresse. Mais parfois, les équipes médicales n'ont pas le temps d'arriver. Ce matin, Jérôme réceptionne un appel dont il se souviendra longtemps. Une femme est en train d'accoucher sur l'autoroute. Les pompiers devaient transporter une femme enceinte. En fait, ils sont arrêtés sur l'autoroute parce que sa dame a rompu la poche des os et elle est en train de pousser. Allez, on envoie une équipe, je prends. Mais l'équipe du SAMU n'arrivera pas à temps. Madame, ne criez pas comme ça, vous bloquez la respiration et vous poussez. Les pompiers dans le camion ne sont pas familiers de ce genre d'intervention. Jérôme les guide sur les gestes à réaliser. Ça y est, il est sorti? Allô? La tête est sortie. Ouais, c'est bon. Donc la tête est sortie, vous la prenez entre vos mains sans tirer, vers le bas, les épaules vont se dégager et le bébé va sortir. Madame, vous poussez? Une épaule. Voilà, allez-y. On prend le bébé, là vous pouvez le prendre et on le met sur le ventre de la maman. Voilà, et il pleure tout de suite, c'est bien. Il respire bien là? Il n'est pas tout bleu? Ah, ça y est, il bouge, voilà. Voilà, je l'entends pleurer, c'est bien. Un petit garçon. Un petit garçon, c'est bien. Hein? Bah oui, il veut marcher. Vous pouvez lui mettre le petit bonnet aussi? Bah oui, je... Et nous aussi en même temps. Ouais. Bon, c'est bien. Je vous laisse, le SMUR est parti, hein, d'accord? Bon, merci beaucoup. Bon, merci à vous, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Jérôme, lui aussi, est soulagé. C'est sympa. C'est probablement la partie du métier, une des parties du métier le plus agréable, la plus agréable. Voilà, on voit des décès, et puis finalement là, on compense avec ces petits moments de joie où on arrive à donner la vie et puis à assurer en tout cas la continuité de la vie d'un bébé qui naît. Le centre de régulation reçoit plus de 1000 appels par jour. 10% d'entre eux aboutissent à une intervention par le SAMU de Lille. Le lendemain matin, 11h. C'est une belle journée qui s'annonce. Sur la Grand Place, au cœur du Vieux-Lille, les habitants profitent du soleil. Les rues commerçantes commencent à s'animer et les badauds font du lèche-vitrine. Pourtant, à quelques rues de là, un drame va bientôt avoir lieu. Au SAMU,
Nathalie attaque sa garde. À 50 ans, elle est l'une des plus anciennes du service. Garde 2 pour le triage. Équipe 3, sortie l'équipe 3. L'équipe 3, c'est celle de Nathalie. Elle est appelée sur une intervention et il y a urgence. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Il y a un incendie, on est appelé en renfort sur a priori une deuxième victime qui serait en arrêt, donc sur un feu sur l'île. Cette médecin expérimentée sait qu'une demande de renfort est synonyme d'une opération compliquée. C'est dans un magasin, donc on va avoir un effet de foule. Feu de magasin, victime, il y en a 2, peut-être la deuxième en arrêt également. Le camion file à toute allure vers le Vieux-Lille. Pour un incendie, chaque minute compte. Il faut des fois aller très vite si on a des brûlés qui sont brûlés au niveau de la face, parce que très vite s'installe un œdème qui rend des fois les intubations difficiles. Donc c'est vraiment un critère de rapidité pour les prises en charge. En 10 minutes, Nathalie est sur place. Un restaurant situé dans une rue commerçante du centre-ville a pris feu. Les pompiers ont maîtrisé les flammes. Jérôme a déjà pris en charge un blessé. Passe devant, passe devant. Au sol, un homme d'une cinquantaine d'années. Il est brûlé sur quasiment tout le corps, mais il respire encore. Vous passez là, ok. Lucien Loki, tu t'en as ramené en plus? J'ai tout ce qu'il faut. Bon, d'accord. Là, c'est du 3e degré. Couvert. Mais vivant, il peut voir, il y en a peut-être d'autres là-bas au bout. D'accord. Le feu a pris dans la réserve du restaurant où sont stockées les marchandises. Nathalie veut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes. On fait le tour de la cave. Ils ont constaté qu'a priori il n'y avait personne, seulement il y a tellement de stockage abusif qu'en fait ils n'ont pas pu faire le tour complètement. Voilà. Okay. Donc ils sont en train de compléter la reconnaissance. Et à ce moment-là, si on sort ici. D'accord. Je suis à côté, je te mets à disposition. Ok? Merci. Une enquête sera diligentée pour déterminer les circonstances de l'incendie. Mais l'urgence, c'est l'état de santé du blessé. Il est brûlé 3e degré sur une superficie d'à peu près 70 à 80% du corps avec des endroits extrêmement stratégiques, c'est-à-dire au niveau du périnée, au niveau des mains, au niveau de la face. Donc il a donc été intubé très rapidement. Il n'a pas fait d'arrêt cardio-respiratoire, mais là il est sédaté et tout est prêt pour le ramener vers les grands brûlés. Le pronostic vital du patient est engagé. Ouais, on va faire le tour. Ah, comme ça? Ok. Au-delà de 50% du corps brûlé, les chances de survie sont minimes. Et l'homme est brûlé à 80%. Ça a l'air de l'aider à respirer correctement. Il respire encore un tout petit peu à côté. Vu l'importance des brûlures, on est maintenu dans ce qu'on appelle un coma artificiel pour permettre bien entendu l'évaluation des brûlures et également l'évaluation de toutes les lésions. Escorté par 2 policiers, l'équipe du SAMU rejoint l'hôpital en quelques minutes. Allez, on y va. Le blessé est accueilli aux urgences avant de rejoindre le service des grands brûlés. Les pompiers apportent une dernière précision qui a son importance. Apparemment, la porte, elle a sauté l'entrée. Elle a sauté. Parce que moi, mon collègue me dit j'ai pas la notion d'explosion. Donc, a priori, il y aurait quand même peut-être une porte qui aurait explosé. Je pense ça. Dans le jargon médical, on appelle cela un blast. Une explosion qui provoque une onde de choc dans le corps et qui peut endommager les organes. Il semblerait quand même que quand il soit intervenu, la porte elle a explosé. Elle peut y avoir explosé sous l'effet de la chaleur, bien entendu. Mais en gros, voilà. Bon, de toute façon, on n'a pas cette notion de bombe ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Mais ceci dit, à l'intérieur, je pense que vu le contexte, il est... Voilà. Il est brûlé. Je t'en prie. Bon courage. Nathalie passe le relais à ses collègues. Malgré ses 20 ans de SAMU, elle restera marquée par cette intervention. Il ne faut pas bien sûr rester sur des problèmes, des images ou des traumatismes, mais on n'oublie jamais. Chaque situation est une situation. Nous apprenons à vivre avec. Le patient décédera quelques heures plus tard. Avant de repartir, Nathalie prend le temps de discuter avec Jérôme pour évacuer.
Il avait pas l'air d'avoir très mal. Non, en fait, ils ont plus, 3e degré, ils ont plus mal, hein. Ils n'ont plus de douleur. Hein. Ils ont les yeux ouverts, ils te parlent, et puis en fait, tu sais que malheureusement, ils sont extrêmement graves. Donc, on a besoin aussi d'échanger sur des interventions qui peuvent des fois être émotionnellement plus prenantes que d'autres. Et alors peut-être encore plus quand il y a un déficit physique, une atteinte physique comme ça, où on voit ce qui se passe réellement. Donc on ne se blinde pas, on prend de la distance, on essaye de mettre une certaine distance, mais on est toujours marqué, je pense, à chaque fois. Je me souviens de certains collègues internes avec qui j'étais quand je faisais mes études, qui se sont dit oui, bon, on va faire ça, on faisait ça ensemble, etc. Il y en a qui ont lâché, qui ont arrêté pendant en se disant non, c'est vraiment pas ça, ça ne me convient pas, c'est vraiment pas la spécialité qui me convienne, et je veux passer dans un autre domaine. Et on s'en rend compte, il faut s'en rendre compte rapidement, il ne faut pas s'acharner si ça ne va pas. Nathalie, elle, s'accroche avec passion depuis 20 ans. À 4 ans, j'ai décidé que je voulais être docteur. Ce métier, je le vis au quotidien, je le vis intimement, profondément, et ça fait partie de ma vie complètement. C'est un métier et je n'en ferai pas d'autre. Des médecins comme Nathalie, il y en a 45 au SAMU de Lille. Tous les ans, ils portent secours à plus de 400 000 patients. Grâce à l'intervention de ces urgentistes, plusieurs milliers de vies sont sauvées chaque année.